C'est un plaisir de vous savoir connecté à L2A TV pour ce premier rendez-vous d'information du mois de février. Voici les titres. Réflexion sur les questions de qualité de l'éducation et de l'équité genre. Des acteurs du système éducatif béninois se sont réunis ce mercredi à Boycon dans le cadre du projet PORIPEM. La CAN Côte d'Ivoire 2023 se poursuit ce soir avec les quarts de finale. À la page des sports, des supporters béninois en apprécient l'organisation et pronostiquent sur son issue. Et également à ce rendez-vous des informations à l'international. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PORIPEM, un atelier de finalisation et de validation des outils de collecte liés au cadre de référence s'est tenu à Boycon ce mercredi 31 janvier. Il a réuni différents acteurs du système éducatif béninois. Suivez le point de leur échange avec Rosalie Tchala et Rodrigue Olympio. Le cadre existait, mais on n'a pas défini des indicateurs pour apprécier les changements. Lancé le 22 novembre 2022 au Bénin et initié par l'ONG des Traces et Social Watch en partenariat avec World and Dad, sous financement du Partenariat mondial pour l'éducation à travers le programme Éducation à haute voix, le projet de renforcement des organisations de la société civile pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre PORIPEM suit son cours. Après l'installation de l'observatoire au niveau des communes, on assiste à l'atelier de finalisation et de validation des outils de collecte liés au cadre de référence. Nous avons actualisé les principaux indicateurs qui doivent attirer notre attention et c'est le travail que nous avions fait et on n'avait pas fini et ce jour nous avons finalisé ce travail et également nous avions également travaillé sur les outils et qu'on n'avait pas finalisé. Cet atelier, ce jour, a été l'occasion pour nous de finaliser ces outils pour que le cadre de référence soit véritablement un document finalisé que nous allons mettre à la disposition de l'Observatoire de l'éducation et qui va à son tour le mettre à la disposition des observatoires communaux de l'éducation pour que ces observatoires communaux de l'éducation sachent ce qu'ils doivent observer. Quels sont les indicateurs, les outils qu'ils doivent utiliser pour mesurer les progrès, pour les analyser et pour attirer l'attention sur les risques de contre-performance. Des heures d'échange ont permis aux participants d'aboutir à des résultats concluants. Je voudrais, au nom du président de l'OE, empêcher pour remercier pour le sacrifice consenti et surtout pour le travail accompli. Tout ce qui a été fait va pouvoir renforcer nos différentes organisations parce qu'on pourra exploiter en son temps les données que nous allons recueillir pour enrichir nos différents plaidoyers. C'est donc à juste titre que les participants se disent satisfaits des travaux menés. C'est un atelier riche en informations. C'est un atelier de qualité parce que les informations qui en sont ressorties étaient également de qualité. Donc j'ai apprécié l'ensemble de tout ce qui a été fait pendant l'atelier. Prévu pour durer 30 mois, le projet PORIPEM a encore des jours devant lui pour l'atteinte des objectifs visés à l'entame de sa mise en œuvre. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet PORIPEM, plus tôt le mardi, à l'occasion d'un atelier de validation du rapport de suivi, les acteurs du système éducatif ont échangé et mené des réflexions sur les questions de qualité de l'éducation et de l'équité genre. Suivez. Plusieurs acteurs du système éducatif béninois se sont réunis ce 30 janvier 2024 à Boycon pour la validation du rapport de suivi sur la mise en œuvre des politiques éducatives sur les questions de qualité de l'éducation et de l'équité genre. Cet atelier s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du projet de renforcement des OSC
pour la redevabilité des politiques éducatives et leur mise en œuvre pro-REPEM. Je voudrais vous inviter à une étude sérieuse de tout ce qui va se passer de ce rapport pour que, au finish, nous puissions faire des recommandations sérieuses pour la qualité de l'offre éducative. Et je sais que le projet a déjà mûri ses activités et il a conduit minutieusement ses activités pour que nous ayons ce que nous avons déjà dans le document à présenter tout à l'heure. Et je voudrais vous inviter à un travail de technicien pour qu'au finish, nous puissions dire que nous avons apporté un élément de plus au système éducatif béninois. Pour arriver au bout de ce travail de grande réflexion, ces acteurs se sont appuyés sur des travaux préalablement menés. Pour faire ce travail, il a fallu que nous reposions sur les observatoires communaux de l'éducation pour pouvoir collecter les données auprès des bénéficiaires. Mais parallèlement à ça, nous avons également utilisé les données de la revue documentaire pour quand même collecter tout ce qui est statistique, étant donné que c'est des données qui sont déjà validées et qui sont au niveau officiel acceptées. Donc ça a été plus facile pour nous d'avoir accès à ces données et avec l'aide des observatoires, nous avons pu collecter les données auprès des bénéficiaires. Au terme de plusieurs heures d'échanges, de débats et de réflexions, on retient. Donc c'est un travail qui nous a permis de passer en revue toutes les réformes qui ont été mises en œuvre depuis quelques années et voir dans quelle mesure ces réformes ont impacté les bénéficiaires et voir quel est le niveau actuel d'un certain nombre d'indicateurs. Au-delà de la réussite de l'activité, les recommandations qui en sont issues doivent être prises en compte. Je crois qu'on ne peut que féliciter les organisateurs qui ont réfléchi à pondre un document quand même qui reflète la réalité du système éducatif. Là, je félicite et je remercie les organisateurs pour ça. Pour les participants, je crois que ce n'est pas tous les acteurs du système éducatif qui étaient représentés dans la salle. Donc ça a été un échantillon et cet échantillon doit être un bras valide pour défendre ce document-là partout. Oui, le seul mot que j'ai à l'endroit des organisateurs, c'est de faire en sorte que le consultant prenne en compte nos observations, nos commentaires, nos contributions pour que le rapport soit finalisé dans un délai requis et partagé avec tous les participants. C'est le plus important et que ce rapport soit un outil de plaidoyer, un outil de référence pour les acteurs de l'éducation au Bénin. Il faut rappeler que ce projet est initié par le consortium des droits social Watch Benin avec l'appui technique et financier d'Oxfam Danemark, de Woodindad et de Education Out Loud. À chacun de faire sien cette lutte afin de défendre ce rapport partout au Bénin. Un élément santé dans ce journal. À la base d'environ 59 000 décès d'hommes dans le monde chaque année, la rage est une affection présente généralement dans les zones rurales d'Afrique et d'Asie. Quels sont les symptômes, les conséquences et moyens de prévention de ce mal? Élément de réponse dans cette interview accordée à la rédaction par le chef service réglementation et contrôle de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Suivez. La rage, c'est une maladie virale qui se manifeste au niveau des animaux à sang chaud. On va parler essentiellement des animaux de compagnie que nous avons, les chiens, les chats, les singes. Mais sinon, beaucoup d'autres animaux peuvent être atteints de la rage. Ça agit sur le cerveau et la moelle épinière. C'est une zoonose, ça veut dire que ça peut se manifester chez l'homme. Si on ne prévient pas ça et que les symptômes commencent, ça finit toujours par la mort, que ce soit l'homme ou les animaux. La rage a deux formes. Pour la forme furieuse, un animal que vous connaissez très bien commence par devenir agressif. Quand vous lui présentez de l'eau, il fuit. C'est ça qu'on appelle le signe de l'hydrophobie. À un moment donné, il commence par courir, il commence par s'agiter, il va dans tous les sens, il saute sur tout objet qui bouge et l'animal bave
pour la femme paralytique, c'est toujours un changement de comportement, mais cette fois-ci, c'est le contraire plutôt de l'autre forme. Au lieu d'être furieux, il se cache, il va rester tranquille et jusqu'à ce que la maladie s'aggrave et il est paralysé carrément. Mais dans tous les cas, aucun chien qui a déjà commencé à manifester la maladie ne peut vivre au-delà de 2 semaines. Le moyen le plus efficace, pour ne pas dire le seul moyen carrément, c'est la vaccination. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. Nous sommes à présent avec l'antenne méridionale de L2A TV pour la page des sports. Il sera question de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui continue ce soir. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a enregistré son lot de surprises. Plusieurs favoris de la compétition, à l'instar du Sénégal, du Maroc ou du Cameroun, ont été éliminés. Les sélections, telles que le Cap-Vert, la Mauritanie ou la Guinée équatoriale, ont déjoué tous les pronostics. Le public sportif béninois a suivi de près tous ces événements. C'est pas mal l'organisation, mais je ne sais pas si les gens ont vu avec moi. Sinon, la résurrection de la Côte d'Ivoire, moi personnellement, ça m'a choqué. Comment une équipe qui n'a pas maximisé de points peut revenir jouer les 8e de finale, tout ça. Et puis encore éliminer une grande équipe comme le Sénégal. Cette CAN nous a réservé beaucoup de surprises. Puisque les équipes sur lesquelles nous comptons, qui sont des favoris, à notre grande surprise, c'est le contraire que nous avons vu. C'est la meilleure CAN. C'est la meilleure CAN en ce sens qu'on a tellement eu de surprises. Tellement de renversements de situation. Par exemple, le Maroc qui permet à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Et finalement, le Maroc qui est éliminé. Et la Côte d'Ivoire qui est en quart de finale maintenant. Voilà, on a tellement de surprises. Et voilà, ce qui fait que cette CAN est vraiment spéciale. Et le match Côte d'Ivoire-Sénégal, j'ai vu que l'arbitre il n'avait pas joué son rôle d'arbitre en toute franchise, selon moi. Nigeria-Angola, RD Congo-Guinée, Mali-Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud sont les affiches des quarts de finale. Les équipes se sont préparées de façon physique et de façon aussi mentalement, ils se sont préparés. Par exemple, le Cap-Vert sur lequel personne ne comptait s'est qualifié. À la question de savoir le potentiel gagnant de cette CAN, ça serait le Mali, puisque leur fond de jeu m'impressionne tellement. L'équipe que je savais qu'elle allait remporter, c'était le Maroc. Je misais fort sur cette équipe-là. Mais à ma grande surprise, c'est le contraire que j'ai vu. Mon équipe n'est plus en compétition, c'est le Sénégal, voilà, qui a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Déjà, je vois déjà la Côte d'Ivoire en finale et le Nigeria en finale. Donc Côte d'Ivoire, Nigeria. Que la Guinée remporte la CAN, mais pas la Côte d'Ivoire. Avec Nakim Nouanti, nous allons à la découverte de l'actualité internationale. Nous ferons un tour au Cameroun, au Kenya et également à Bruxelles. Nous démarrons par le Kenya, où plusieurs morts et des centaines de blessés ont été enregistrés dans un vaste incendie causé par l'explosion d'un camion chargé de gaz. L'incendie s'est déclenché dans la nuit de jeudi à vendredi à Nairobi, a annoncé vendredi 2 février l'inspecteur général adjoint de la police kenyane. Après plusieurs heures de lutte, les pompiers de Nairobi ont maîtrisé dans la matinée de ce vendredi le feu qui a endommagé plusieurs véhicules et propriétés commerciales, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises et des habitations. Toujours au Kenya, le ministre kenyan des Affaires étrangères Musalia Mudavadi s'est engagé dans de sérieuses discussions ce jeudi avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ces échanges étaient axés sur la paix régionale, les questions de sécurité en Afrique de l'Est et la crise humanitaire en cours en Haïti.
Blinken exprimant son appréciation pour le rôle proactif du Kenya dans la promotion de la paix régionale et de la sécurité a souligné les efforts de collaboration déployés pour renforcer les liens économiques entre les deux nations. Direction l'Europe, où à Bruxelles, les 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord portant sur une aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans pour l'Ukraine, a annoncé ce jeudi 1er février le président du Conseil européen Charles Michel. Cette aide de 33 milliards de prêts et de 17 milliards de dons est incluse dans une rallonge au budget de l'UE jusqu'en 2027. Pour Volodymyr Zelensky, c'est une preuve de la forte unité de l'Union européenne. Autre nouvelle, soupçonné de multiples agressions sexuelles et viols, Hervé Bobda a été interpellé mercredi matin à Douala. Depuis une dizaine de jours, il était accusé par de nombreuses personnes via les réseaux sociaux. L'Ordre des avocats du Cameroun avait réclamé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête et la Commission des droits de l'homme du Cameroun s'était également saisie de l'affaire le 19 janvier face à son retentissement sur les réseaux sociaux. Pour finir, en Tunisie, Rached Ghannouchi, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, a été condamné ce jeudi 1er février à une nouvelle peine de 3 ans de prison pour financement illégal de sa formation, a indiqué son avocat. Cette condamnation intervient alors qu'il est déjà incarcéré pour financement étranger d'Ennahda. Il avait été arrêté le 17 avril 2023 après avoir déclaré que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme le sien y étaient éliminés. Le 15 mai 2023, il a été condamné à 1 an de prison pour apologie du terrorisme dans le cadre d'une autre affaire. Une peine durcie en appel en octobre à 15 mois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous tout au long de ce mois de février qui est dédié à l'amour et vivez l'amour pleinement. Au revoir.